Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière séance, qui est la séance sur les ondes et leur propagation. Donc, on va commencer par nos petites généralités. Donc, une onde, qu'est-ce que c'est? Une onde, c'est une perturbation qui est forcément apportée par une source et qui a un besoin d'un milieu pour se transmettre de proche en proche. Cette perturbation, c'est donc l'onde. Donc l'onde, c'est une propagation d'une modification locale dans un milieu avec une variation d'une grandeur physique dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire une modification locale dans un milieu? Ça veut dire que l'onde, en fait, elle va modifier juste à l'endroit où elle est le milieu. Une fois qu'elle est passée, le milieu retourne dans un état de repos, un état d'équilibre. Il y a différents types d'ondes, les ondes sonores, où seulement la pression P est modifiée, on dit que c'est une grandeur scalaire, à opposer avec une grandeur vectorielle. Donc les ondes sonores, vous voyez en terminale enfin on vous disait que le son se transmettait par pression-dilatation, par compression-dilatation. Et en fait c'est ça, l'onde sonore, via cette pression-dilatation, ça modifie la pression, et c'est comme ça que se transmet l'onde sonore. À opposer avec l'onde électromagnétique, qui est une grandeur vectorielle. Donc vectorielle, ça s'oppose à scalaire. Donc qui dit vectoriel dit forcément des vecteurs, donc un champ électrique E et un champ magnétique B. Ici sur ce beau schéma, vous voyez en bleu le champ électrique et en rouge le champ magnétique, et on dit qu'ils sont perpendiculaires en tout point. Ça, c'est une phrase du cours que vous retiendrez au fur et à mesure. Maintenant, on va parler des ondes élastiques et des ondes électromagnétiques. Donc les ondes élastiques, elles ont besoin d'un milieu élastique, donc d'un milieu élastique, tout son nom, pour se propager. Donc c'est le cas des ondes sonores, des ressorts et des vagues à la surface d'un milieu. C'est en fait un milieu matériel et il y a un retour à une position d'équilibre après le passage de la perturbation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, les ondes électromagnétiques, elles n'ont pas besoin d'avoir un support matériel pour se propager, puisqu'elles sont composées d'un champ électrique et d'un champ magnétique, et elles peuvent se propager dans le vide. Attention, il faut bien faire la distinction entre un support matériel et un milieu en fait. Une onde électromagnétique, elle n'a pas besoin de milieu matériel, mais elle a quand même besoin d'un milieu pour se propager. Le vide, c'est un milieu sans matière, mais ça reste un milieu. Il faut bien faire la distinction. Et il faut retenir aussi qu'une onde, elle ne transporte pas de matière. En fait, c'est juste un transport d'énergie. C'est une perturbation locale du milieu avec une transmission en fait de proche en proche. En fait, ça va être comme si les molécules, elles vibraient et en fait, elles transmettaient. Oui, c'est pas grave. Et elles transmettaient leurs vibrations aux molécules suivantes. Donc en fait, c'est une transmission de proche en proche. La matière ne se transmet pas, mais l'énergie, oui. Donc voilà, l'énergie est transportée au travers de la matière. Le déplacement de l'onde va se faire par l'intermédiaire de chocs, c'est ça, ces vibrations de molécules. Et il va y avoir une perte d'énergie par les phénomènes de frottement, ce qui va entraîner une baisse d'amplitude et une émission de chaleur due à cette friction. Donc, une onde est caractérisée par sa fréquence. Cette fréquence, elle ne va jamais changer au cours de la propagation de l'onde, même quand il y a changement de milieu, la fréquence reste la même, et donc sa période aussi. La fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de périodes par unité de temps, en général, en une seconde. Et donc la période temporelle, c'est l'inverse de la fréquence, et il s'agit de l'intervalle de temps qui sépare deux états vibratoires identiques et successifs. Donc c'est l'inverse de la fréquence. Donc on peut dire que la période temporelle, c'est 1 sur la fréquence. Est-ce que c'est bon pour vous, pour l'instant? Alors on enchaîne. Il y a donc des périodicités au niveau temporel, c'est ce qu'on parlait avec la fréquence et la période temporelle, mais il y en a aussi au niveau spatial, c'est le cas des longueurs d'onde. Les longueurs d'onde, donc c'est une période spatiale. Bien faire attention à ça. La longueur d'onde, qu'est-ce que c'est? C'est la distance qui va être parcourue par l'onde pendant une seule période. Donc ici, on a la période temporelle, donc c'est ce que vous avez l'habitude de voir, avec le temps, et pour avoir deux états vibratoires identiques, on a une période. Et ensuite, on va avoir le lambda. Le lambda, donc c'est la longueur d'onde, et c'est la distance qui va être parcourue par l'onde pendant une période. Donc, un état vibratoire qui est identique, et là, on va regarder la distance.
Donc ici, il faut bien faire attention, l'axe des abscisses, ce sera la distance et jamais le temps quand on parle de longueur d'onde. On rappelle aussi que c, c'est égal à d sur t, donc la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Ça, c'est une formule que vous connaissez depuis le collège. Et maintenant, on va faire la première partie de l'exercice ensemble. Donc, c'est l'inspecteur Duba qui fait une échographie et on nous donne une flopée de distance. Donc, la distance d, qui est la distance entre... En fait, là, c'est une échographie de la rate et on va détecter un nodule dans cette rate. Donc, un nodule, c'est une masse avec une densité qui va être différente. Donc, il va y avoir un changement de milieu, donc des phénomènes de réflexion échographique. Donc la distance D, grand D, c'est la distance entre la face antérieure et postérieure de la rate. La distance petit d, elle, c'est la distance entre la face antérieure de la rate et la face postérieure du nodule. La distance E, c'est l'épaisseur de la masse, donc du nodule. Et C, c'est la vitesse dans la rate. Et C', la vitesse dans la masse. On nous dit que T1, c'est le temps pour atteindre la face postérieure de la rate, sans obstacle, donc sans le nodule. Et T2, T3, T4, et il y a un joli schéma, c'est vrai, qui correspondent donc aux trois échos différents, avec T2 le temps le plus court, donc vous deviez compléter un schéma. Donc ici, il y a T1 le temps sans obstacle, T2 qui est le temps donc entre la face antérieure de la rate et la face antérieure du nodule, T3 avec la face postérieure du nodule, et T4 donc avec la face postérieure de la rate, mais en passant à travers le nodule. Et D, donc la distance, en fait l'épaisseur de la rate, E l'épaisseur du nodule, et D la distance entre la face antérieure de la rate et la face postérieure du nodule. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis allé un petit peu vite. Est-ce que ça va pour vous? Ça va pour vous. Alors on enchaîne. Donc Dubatson est un peu éclaté en maths, dommage. Et donc il vous demande de l'aide pour exprimer les différents temps en fonction des distances D, D, C et C'. Donc il faut bien avoir en tête dans ce genre d'exercice que donc il faut utiliser forcément la formule qui lie la vitesse, le temps et la distance, mais le temps que vous enregistrez, c'est le temps pour faire un aller-retour, c'est-à-dire le temps que met l'onde pour aller donc jusqu'au bout de l'organe. Par exemple, si on prenait le temps T1, c'est le temps pour aller jusqu'au fond de la rate et le temps pour revenir. Donc il faut bien faire attention dans le calcul de la vitesse, il faut bien prendre 2 fois la distance, enfin dans le calcul du temps, pardon. De telle sorte donc que T1, c'est le temps parcouru pour faire 2 fois la distance, d. Donc T1, c'est égal à 2 fois d divisé par c, la vitesse. D2, T2, c'est 2 fois. Donc, T2, qu'est-ce que c'est d'abord? T2, c'est le temps, alors on va retourner sur le petit schéma, c'est le temps qu'il y a entre la face antérieure de la rate et la face antérieure du nodule. Et donc cette distance-là, on ne nous la donne pas par une lettre simple, on sait juste que D, c'est jusqu'à la face postérieure du nodule, et que E, c'est l'épaisseur du nodule. Donc en faisant D moins E, on obtient la distance qui nous intéresse, la distance de T2. Donc T2, c'est égal 2 fois D moins E divisé par C. De la même façon, on a T3. Donc T3, c'était composé du temps 2, plus, on va revenir là, ce sera beaucoup plus simple pour vous. T3, donc c'est le temps 2, donc on va garder cette expression. Et en plus, il va y avoir le temps que l'onde va prendre dans la rate. Donc ça va être l'épaisseur E qu'il faudra prendre en compte, et cette fois, la vitesse C' de la rate. Et ensuite, il y aura T4 qu'on devra calculer, il faudra rajouter ce bout-là. Donc ce sera D, la grande distance, moins D, cette distance-là, pour obtenir cette distance ici, entre la fin du nodule et la fin de la rate. Et on multipliera tout ça par C, avec, donc C qui est la distance, enfin la vitesse, pardon, ouais, c'est dur, hein, qui est la célérité de l'onde dans la rate. Ça, je vous ai tout résumé là. Donc T3, c'est donc le T2 qu'on avait juste avant, plus 2 fois l'épaisseur divisé par C'. Et T4, à tout ça, on va rajouter ce que je vous ai dit tout à l'heure, 2 fois D moins D sur C, la célérité dans la rate. En simplifiant, on obtient T4
Ça, c'est juste de la simplification, on obtient cela. Et maintenant, il vous demande de l'aide pour exprimer l'épaisseur de la masse. Donc pour ça, on va partir donc du temps. Donc on va chercher le temps. Et donc c'est T3 moins T2. Je pas vite, j'ai pas eu le temps de tout noter. Alors, voilà, je reviens là-dessus. Est-ce que c'est bon pour vous là du coup? Enfin, est-ce que vous voyez? Je prends ça pour un oui. Mais c'est vrai que c'est des grosses expressions, mais au fur et à mesure, ça va aller tout seul, hein. Là, vous avez l'impression que c'est un peu barbare, et quand vous aurez les mécanismes, ça va aller tout seul. Là, c'est parce que c'est la PR, vous avez l'impression de ramer, c'est normal. Du coup, c'est bon. J'enchaîne. Donc maintenant, pour répondre à la question de l'épaisseur de la masse, on va prendre le temps nécessaire pour que l'onde traverse la masse. Donc, on va chercher le temps que ça correspond. Ça correspond à T3 moins T2. Je reviens sur le petit schéma. Ça correspond donc au temps T3 moins le temps T2, vu qu'on veut juste ce temps-là. Donc on prend le temps T3 moins le temps T2, et vu que c'est un aller-retour, pour avoir juste le temps, pour faire juste la distance d'une épaisseur, c'est égal donc à T3 moins T2 qu'on va diviser par 2. Donc ça, c'est le temps nécessaire pour que l'onde traverse la masse. Donc il faut encore une fois bien se souvenir que c'est 2 fois la distance. Celle-là? Allez, bon, je vous laisse encore 30 secondes là-dessus. On a le time. C'est une séance qui sera un peu plus courte, donc on peut aller plus lentement. Surtout, n'hésitez pas à nous le dire, hein, quand on va trop vite. Et si vous voulez qu'on revienne sur des points de cours, il n'y a pas de souci. C'est bon. Allez. Voilà, donc on a trouvé le temps t. Maintenant, on veut l'épaisseur. On sait que la distance, c'est la vitesse fois le temps. Donc, on fait la vitesse fois le temps. Donc, en appliquant tout ça, on a E qui est égal à C'. Donc, on prend la distance, enfin la célérité, pardon, dans la masse multipliée par l'expression du temps qu'on a mis juste avant. Et donc, E, c'est l'épaisseur de la masse. Donc, ça, c'était l'expression. Et maintenant, vous avez 10 minutes pour faire la partie 2. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Avec tous les petits problèmes techniques qu'on a eus, est-ce que vous avez des questions? Ça va, ça va. Bon, bah, vous avez 10 minutes du coup pour la partie 2. Alors du coup, on est de retour. Est-ce que vous m'entendez? C'est juste pour vous signaler une petite erreur. Oui. En fait, là, on a mis que c'est. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je parle pas dans le vide. Oui, vous m'entendez. En fait, ici, on a mis que c'était petit d moins grand d. Et en fait, on s'est trompé. C'était grand d moins petit d. Du coup, ici, on avait simplifié par le petit d. Et du coup, on pouvait pas le faire. Vu qu'en fait, c'était grand d moins petit d. Du coup, notez bien cette expression-là, qui est bonne. En fait, la suite, elle est pas bonne vu qu'on a factorisé.
Et ici, c'est pas bon vu qu'on n'avait pas eu les bons termes. Du coup, est-ce que vous avez compris l'erreur? Il faut descendre. Oui, bon, voilà. Donc, c'était donc grand D moins petit d. Donc, juste changer ça et je vous laisse du temps pour la partie 2.
Est-ce que vous avez fini? Est-ce qu'on peut y aller? Et est-ce que vous m'entendez? Oui. Allez, ben on Et y vous va. pouvez participer à l'oral. Et vous pouvez participer à l'oral Si si vous vous êtes voulez, chaud. avec les micros. Si vous êtes chaud, il n'y a pas de souci. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup qui ont mis le micro. Bon, allez, on va enchaîner. Donc là, on était sur une échographie du foie et on recevait donc T1 et T2. Donc, qu'est-ce que c'était T1 pour vous? Bah, de toute façon, Arthur l'a dit tout à l'heure. T1, c'est le temps pour atteindre la face antérieure du foie et T2 pour atteindre la face postérieure du foie. Donc C, c'est la célérité des ultrasons dans le foie et C' dans le nodule. Donc là, on vous demande de déterminer la longueur du foie. Donc, on peut faire un schéma. C'est assez important de faire des schémas dans ce genre de situation. Moi, je sais que c'est les schémas qui me sauvaient parce que le faire de tête, il y a toujours moyen de se tromper. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'assez sûr de faire des schémas. Donc, je vous conseille fortement d'en faire. Donc là, on a T1. Et là, du coup, on a T2. Donc, le premier temps, c'est ce que j'ai dit. C'est la réflexion sur la paroi antérieure du foie. Et T2, donc, c'est sur la face postérieure du foie. Donc maintenant, on va déterminer la longueur de l'organe. Donc on sait que D, c'est égal à V fois T. Donc ça, c'est l'équation de base que vous avez au collège. Et donc que D, c'est égal à C, vu que là, on est dans le foie, fois donc le temps 1 moins le temps... Non, le temps 2, pardon, moins le temps 1, qu'on divise par 2. Et on divise par 2 pourquoi? Je le répète, c'est hyper important, c'est parce que c'est le temps d'un aller-retour. Ok? Donc est-ce que c'est bon pour vous? Ça, c'est vraiment une formule assez importante. Il faut bien sûr faire varier en fonction des vitesses et des temps, mais c'est en fait c'est comme ça qu'on raisonne en termes de longueur d'organe et d'épaisseur de masse. C'est toujours avec la différence de temps. Enfin, c'est cette équation-là, en gros. Est-ce que c'est bon pour vous là? Je pense que oui. C'est bon pour vous. Et du coup, on fait l'application numérique. On fait bien attention à prendre le temps en secondes. Vu qu'on avait des microsecondes, on fait x 10 puissance moins 6. Et on obtenait du coup 0,196 mètres, donc 19,6 cm. Ça, c'est la longueur du foie. On homogénéise bien, bien sûr. Et ensuite, donc, Dubatson, il déplace sa sonde et il obtient deux nouveaux échos. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait deux nouveaux échos? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Dites-moi. Allez, je vous fais participer un petit peu. Qu'il y a un nodule, oui, qu'il y a une masse inconnue. Et là, vu que vous aviez les célérités d'un nodule, c'est donc qu'il y a un nodule dans le foie. Tout à fait. Donc T3, bah, c'est ce qu'on avait dit à Amy tout à l'heure, c'est l'écho sur la face antérieure de la masse, et pas du foie, et T4 sur la face postérieure. Bon, il y a deux fois la face, mais bon, c'est pas très grave, vous comprenez. Donc la présence d'échos supplémentaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un changement de milieu. Vous allez le voir tout à l'heure avec Gwendoline. C'est avec des histoires d'impédance. Dès qu'il y a changement de milieu, il y aura transmission d'une onde et réflexion en majorité d'une autre. Donc, quand on enregistre des temps supplémentaires, c'est qu'il y a des tissus, des éléments différents avec des densités et des masses volumiques différentes. Donc, il y a une présence d'une anomalie, en l'occurrence ici un nodule. Maintenant, on veut finalement donc déterminer la taille du nodule. On fait la même démarche qu'à la question 4, à l'exception près qu'on va changer la vitesse, on va prendre C' au lieu de C, vu que là, on est dans la vitesse au sein de la masse. Donc on part toujours de l'épaisseur qui est égale à V fois T ou la distance qui est égale à V fois T. On prend V qui est égal à C'. Et du coup le temps, cette fois on prend T4 moins T3, c'est-à-dire la différence de temps, enfin, le temps que prendra l'onde pour parcourir en fait la masse. Et on divise par 2 parce qu'encore une fois c'est un aller-retour. Hyper important. En application numérique, en prenant bien la vitesse en mètres par seconde et le temps en secondes, on obtient une épaisseur de 5,5 cm. Est-ce que c'est bon pour vous? Ou est-ce que vous avez d'autres questions? Yep, c'est bon. Oui, c'est bon. Bah super. Du coup, je vais vous laisser avec Arthur pour le superbe effet Doppler. Oui. Alors.
Vous êtes chaud là, c'est bon? On peut y aller? Moi, je peux vous dire qu'Arthur, il est chaud, il va vous faire participer, hein. On verra s'il y a de quoi. Bon allez, on commence. Donc l'effet Doppler. L'effet Doppler, en fait, se caractérise par une mesure différente entre la fréquence émise par la source et celle reçue par le récepteur, quand un est en mouvement par rapport à l'autre ou les deux sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Donc, on considère une source ou l'observateur en mouvement. La fréquence qui est observée de part et d'autre de la source, les fréquences, sont différentes des fréquences émises. Donc, ce qui est important à retenir, les fréquences observées sont différentes des fréquences émises. On parle de déplacement de fréquence. Ça, delta mu, donc delta de fréquence, c'est la fréquence 2, donc la fréquence observée, moins la fréquence émise. Ok, ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce qui est émis et ce qu'on observe. Ok. Là, on va voir plusieurs formules. Donc là, on va voir le cas où c'est la source, donc l'émetteur qui se déplace, et pas le récepteur. On a cette formule. Donc fréquence prime, donc la fréquence qu'on va observer, qui est égale à la fréquence d'origine, donc mu, divisé par 1 moins la vitesse de la source sur la vitesse du son, fois cos. Ça, c'est l'angle en fait de la source par rapport au milieu, quoi. Bon, voilà. Maintenant, on va voir une autre formule. Je vais mieux vous expliquer après. Là, c'est le cas d'un récepteur qui bouge et par contre d'une source qui ne bouge pas. Donc, la fréquence prime, donc la nouvelle fréquence, serait égale à la fréquence du début, donc mu, fois 1 moins la vitesse du récepteur sur la vitesse du son fois cos alpha, enfin cos de l'angle avec lequel le récepteur reçoit. Bon. Et maintenant, cas du récepteur et de la source en mouvement. Et là, c'est un peu une combinaison des deux formules. Donc, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle fréquence, donc la fréquence prime, elle est égale à la fréquence du début fois 1 moins en haut la fréquence, la vitesse du récepteur sur la vitesse du son fois cos θr, et en bas 1 moins vitesse de la source sur vitesse du son fois cos θ. Alors, ces formules, pour les retenir. Là, vous voyez que ces deux formules-là, en fait, c'est quasiment les mêmes. Pour le cas d'une source, c'est juste qu'on fait mu et on divise par ce fragment. Pour le cas d'un récepteur, on fait mu et on multiplie par ce fragment. Attention, là, il est question pour le récepteur de la vitesse du récepteur et pour la source de la vitesse de la source. En bas, petit moyen mémotechnique que moi j'avais. Là, parce que cette formule, on va vous la mettre et on vous demandera de dire si elle est vraie ou fausse en QCM. En bas, Vs comme le sol. 1 moins Vs sur V, donc c'est le sol. Voilà. Donc, maintenant, on va voir la vélocimétrie des globules rouges. Donc, un peu du sang, quoi. Donc, on utilise des ultrasons. La source, elle joue le rôle d'émetteur, puis de récepteur. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, le globule rouge, il va réémettre l'ultrason, le renvoyer. On ne dit pas qu'il réfléchit, on dit qu'il réémet. Ça, c'est très important. En fait, le fait qu'il réémette, ça fait qu'il va avoir d'abord un rôle de récepteur et ensuite un rôle d'émetteur. Voilà, c'est ça. Donc d'abord, quand la source émet un ultrason, le globule rouge le reçoit, et ensuite, il se déplace et il le réémet. On se retrouve donc avec un double effet Doppler. On obtient une relation permettant de calculer ce décalage spectral. Vous allez voir, elle est juste après. Décalage spectral ou décalage de fréquence entre la fréquence émise par la source et celle reçue par cette même source. Donc ça va être ça le décalage. Hop, décalage de fréquence. Donc mu, donc
la fréquence reçue par la source, moins mu0, la fréquence émise à l'origine par la source. Donc on va bien avoir un décalage de fréquence parce que ce ne sera pas la même, qui correspond à cette expression, moins 2 fois mu0, fréquence émise. Ça, on vous le donnera en exo, par exemple, soit une source de 5 MHz, fois la vitesse de la globule rouge, soit on vous donnera la vitesse du sang dans l'exo, sur la vitesse des ultrasons. Donc ça, ce sera la vitesse des ultrasons dans le milieu. Et là, le fois cos de l'angle avec lequel on applique les ultrasons. Voilà. Mu, la fréquence perçue par le récepteur. mu0, la fréquence d'émission. Vg, la vitesse d'écoulement sanguin. V, ultrasons, la vitesse des ultrasons émis par la source. Et le cosinus de l'angle entre la peau et la source. Alors, cette formule, elle est très utile pour calculer la vitesse de l'écoulement du sang. Là, on vous la présente en mode le décalage spectral égal. Mais souvent, ce qui sera intéressant, c'est d'isoler Vg, donc la vitesse du sang, pour la trouver, en fait, grâce au décalage spectral qu'on aura eu sur nos appareils. Dans les vaisseaux, au niveau d'une anomalie, et donc de poser le diagnostic, sténose, thrombose ou anévrisme. Selon le décalage spectral, on pourra déterminer si c'est une sténose, une thrombose ou un anévrisme. Donc ce tableau, il est méga important à comprendre parce que en fait, les QCM, il y aura beaucoup de réflexions et si vous avez compris ça, vous aurez compris la réflexion qu'il faut avoir derrière et vous saurez si vous avez juste ou si vous avez faux. Donc là, on se place dans le sens de la circulation sanguine. Donc imaginons qu'on place notre source d'ultrasons vers le bas du bras et qu'on suive une artère. Donc là, on est dans le même sens que le sang, puisque le sang, quand le bras est vers le bas, se dirige de haut en bas dans le cas d'une artère. Donc, si on a une sténose ou une thrombose, qu'est-ce qu'on va apercevoir? Eh bien, une sténose ou une thrombose, ça fait que l'artère ait un diamètre diminué, ça veut dire que le sang va plus vite dedans. Donc, on aura un décalage de fréquence plus élevé, c'est-à-dire que le globule, imaginez un point 0 et un point 1, pour aller du point 0 au point 1, il va être super rapide puisqu'il y a une sténose ou une thrombose. Donc par rapport à une artère normale, il y aura une plus grande distance de parcouru en un même temps, donc un plus grand décalage de fréquence. Quand la distance parcourue par le sang est grande pendant cet intervalle de temps, du coup, le delta mu sera grand et du coup, ça entraîne un écho plus grave. Ok? Un décalage de fréquence grand, ça entraîne un écho plus grave. A l'inverse, dans le cas d'un anévrisme, le delta mu, il est moins élevé que la normale, parce que pour aller d'un point 0 à un point 1 dans le cas d'un anévrisme, ça va moins vite que normalement, puisque la vitesse, elle diminue. Donc là, le globule, on va dire qu'il va quasiment pas bouger, entre guillemets, par rapport à l'émission et à la réémission et à la réception par la source. Donc on obtiendra un écho quasiment, plus aigu que physiologiquement, mais il sera proche de ce qui a été émis en fait. Il n'y aura pas un grand décalage spectral. Voilà. Bon, bref. Et là, on se met dans l'antisens de la circulation sanguine. Donc, on est toujours avec notre artère le long du bras. Par contre, on va remonter le long du bras avec notre sonde. Donc, on va partir de la main vers l'épaule. Dans le cas d'une sténose ou d'une thrombose, qu'est-ce qu'on aura? On aura un sang qui va plus vite. Donc, un delta mu qui sera plus élevé que la normale. Mais on aura un écho qui sera plus aigu puisque le globule rouge va se rapprocher beaucoup plus vite de la sonde entre l'émission et la réception que dans un aspect physiologique. À l'inverse, dans le cas d'un anévrisme, on aura un delta mu moins élevé que la normale. Pourquoi? Parce que
euh, il va y avoir une émission, mais comme le sang est ralenti, eh bien, le globule aura quasiment pas bougé à la réception par la sonde. Donc, l'écho sera plus grave parce qu'il ne se sera pas trop rapproché en fait de la sonde, le globule. Alors ça, c'est important, donc si vous avez des questions, posez-les maintenant. En fait, moi, ce que je retenais, c'est que dans l'intervalle de temps où le globule bouge, plus il se rapproche de la sonde, plus c'est aigu. Voilà. Et moins il part loin. En fait, dans le cas anti-sens, plus il se rapproche, plus c'est aigu. Et dans le cas sens du sang, moins il s'éloigne, plus c'est aigu. Est-ce que ça va? Parce que ça, vraiment, en fait, il faut juste le représenter. Alors, j'ai du mal à comprendre comment on sait que la variation de fréquence est positive ou négative. Ok, ça sera pour le sens ou l'antisens. Mais tu verras, on le mettra tout à l'heure. Dans le cas sens, ce sera négatif, parce qu'il faudra mettre un moins devant. Et dans l'antisens, ça sera positif. Ouais, et il faut le retenir comme ça. Il faut le retenir comme ça, en fait. Dans le sens, il faudra mettre un moins, puisque ça s'éloigne. Et par contre, dans l'antisens, il faudra mettre un signe positif, parce que ça fait que se rapprocher. Mais tu vas voir, on va le voir juste après. Si, en vrai, il y a une explication, parce que si on fait la différence des fréquences, en sens, ça te donne vraiment quelque chose de négatif. Et par contre, si tu fais la différence des fréquences en antisens, ça te donne vraiment quelque chose de positif. Parce que, voilà. Bon. Ok, on passe le tableau. Comment utiliser la formule de la volumétrie des globules rouges selon l'angle θ? Selon la valeur de l'angle utilisé, le décalage spectral sera soit positif, soit négatif. C'est ce que on vient de dire, Amy. Donc, K1. La sonde envoie des ondes dans le même sens. Donc, on dit que c'est en sens que celui du déplacement du sang dans le vaisseau. Exemple, on a une artère dans le bras avec le sang qui va de l'épaule vers la main. Et nous, avec notre sonde, on se déplace de l'épaule vers la main. On est en sens. On aura donc un décalage spectral négatif. Ok, on mettra un signe moins. Cas numéro 2. Ah non, pas encore. Il faudra donc utiliser l'angle θ de 30 degrés ici. Alors, dans l'énoncé, on vous donnera l'angle θ 30 degrés, et là, il faudra utiliser celui-là, dans votre formule. En n'oubliant pas le signe moins devant la formule, du coup. Ou alors en utilisant 150. Mais oubliez ça. On mettra le signe moins devant la formule, puisque c'est en sens. Point. Cas numéro 2. Là, on a le cas d'une veine. Donc, on se déplace toujours de l'épaule à la main avec notre sonde. Par contre, on a une veine. Donc, le sang remonte. La sonde envoie des ondes dans le sens inverse de celui du déplacement du sang dans le vaisseau. On aura donc un décalage spectral positif. Le son reçu sera plus aigu que le son émis. Donc là, moi j'ai envie, pour pas que vous vous embrouillez, j'ai envie que vous utilisiez quand même 30 degrés. Par contre, on ne mettra pas le signe moins devant la formule. Donc on utilise toujours le 30 degrés, et par contre on ne met pas le signe moins devant la formule. Comme ça, on est sûr qu'on utilise tout le temps l'angle de l'énoncé, et juste si c'est en sens ou en antisens, il faudra mettre le moins ou non. Donc on utilise encore 30 et on ne mettra pas le moins, comme c'est en antisens. Ok, à vous de jouer. C'est guidé ça ou pas? Non. Ok. Bon, mais les gars, vous avez 10 minutes, donc on vous laisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment on coupe le micro, Tom?
Vous en êtes où là? Est-ce que vous avez eu le temps? On laisse un peu plus de temps, genre 2-3 minutes de plus? Ouais, t'inquiète. Mais est-ce que vous voulez qu'on avance ou on vous laisse plus de temps? Alors, là, je vais vous donner des petits conseils. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Compléter le tableau. Ah oui, ça c'est le tableau de tout à l'heure. Ça c'est le tableau de tout à l'heure. Ouais, bon. Ils veulent bien corriger. On corrige? Bah, allez. Ok, ça roule. Ça roule. Bon, exo 2. Donc, là, ce qui est important à voir direct dans l'énoncé. Bon, d'abord, on cherche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, si on est en sens ou en contresens. Donc, vous demandez un Doppler de la veine brachiale. Ah, veine. Donc, veine brachiale, ça va de la main vers l'épaule. Ok, et on déplace, comment on déplace la sonde du coup? Du coude vers l'épaule. Donc, dans le même sens que la veine. Donc, on est en sens. En l'inclinant de 23 degrés et demi, on va avoir notre cos θ. Ensuite, on voit un décalage spectral de 521 Hz en valeur absolue. Donc, comme c'est en sens, mais ce sera moins 521 Hz. Et ensuite, on nous donne tout un tas de données qui nous permettent d'utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure. Bon, là, ce sera de l'application après. Alors, on complète le tableau. Bon, est-ce que c'est là que vous avez un peu galéré ou pas? Non? Ok, bon, on va le faire un peu plus vite alors. Important. Ce tableau, savoir par cœur non, par contre il faut le comprendre, et si vous le comprenez, vous aurez tout gagné vraiment. Vraiment. Donc faites-vous des petits schémas, l'apprendre par cœur ça sert à rien parce que le jour des partiels, c'est pas comme ça que ça marche, il faut le comprendre. Alors, donc delta V est plus élevé que la normale si on est en sens et qu'on a une sténose. Et l'écho il est plus grave, puisque ça s'éloigne plus, et du coup on a une plus grande fréquence. Ok, c'est ça. Une plus basse fréquence. On est en sens. Et il va plus vite. Mais c'est plus grave. Ouais, enfin, oui. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Donc delta mu moins élevé que la normale. Pour un anévrisme en sens, l'écho il est plus aigu. Ok. Parce qu'il s'éloigne au moins. Delta mu plus élevé que la normale pour un antisens en sténose, donc un écho plus aigu, puisque il s'éloigne pas beaucoup, et delta mu moins élevé que la normale pour un anévrisme en antisens, puisque il a moins le temps de se rapprocher, donc on a un écho plus grave, puisque le globule il fait un faible chemin. Bon, voilà. Petit point explicatif. Ah mais voilà, ça explique le tableau pour bien comprendre. L'effet Doppler correspond à la modification de la fréquence d'une onde, dans le cas où la source, le récepteur ou les deux sont en mouvement. Pour comprendre le tableau, il faut bien comprendre que le sens du mouvement va impacter sur la variation de la fréquence. Quand un son se rapproche de nous, ou que vous vous rapprochez d'un son, essayez avec votre pote, genre courez-lui dessus et criez. Ou une ambulance dans la rue, ça marche aussi. Donc vous remarquez que le son, il va paraître plus aigu que quand il était plus éloigné. Donc plus ça se rapproche de vous, plus c'est aigu. Plus c'est loin de vous, moins c'est aigu. Donc plus c'est grave. A l'inverse, quand un son s'éloigne de vous, il va paraître de plus en plus grave qu'au départ. C'est le cas d'une ambulance ou d'une Formule 1. Ça s'approche vers vous, ça fait
Et quand ça vous passe, ça fait de plus en plus grave. Donc, plus le son se rapproche, plus il est aigu. Et plus il s'éloigne, plus il est grave. L'interprétation d'un Doppler, elle passe finalement par l'analyse de la tonalité du son, puisque la variation de la fréquence qu'on détecte au niveau d'une anomalie, elle va augmenter ou diminuer la fréquence. Ce qui va rendre le son plus aigu ou plus grave, ça dépend. Donc, pour résoudre un Doppler classique, il faut être méthodique. D'abord, comme je vous l'ai dit, type de vaisseau étudié, veine ou artère. Là, on cherche le sens du sang. Ensuite, le mouvement de la sonde, proximal vers distal ou distal vers proximal. Donc, soit on sera en sens du sang, soit on sera en anti-sens du sang. Ça, c'est le premier truc à faire, sinon vous ne saurez pas la valeur absolue si on met un signe moins ou si on met un signe plus devant. Maintenant, l'angle de la sonde. Donc là, vous prenez celle qu'on vous donne dans l'énoncé, et selon si c'est en sens ou en anti-sens, on met un plus ou un moins devant la formule. Signe du décalage spectral, c'est comme ça, selon si on est en sens ou en anti-sens, qu'on va déterminer s'il est positif ou négatif. Variation du décalage. Augmentation, diminution. Attention, les variations sont relatives au sens du sang et au signe initial du décalage. Ok. Tonalité du son, plus aigu, plus grave. Donc ça, vous le comprenez grâce à ce qu'on vous a expliqué avec le tableau. Donc plus ça s'éloigne, plus c'est grave, plus ça se rapproche, plus c'est aigu. Donc, calcul de vitesse, vitesse augmentée, vitesse diminuée. Ça c'est VG. Interprétation, là on va trouver sténose, thrombose ou anévrisme, selon si la vitesse elle est diminuée, augmentée, etc. Donc c'est là que ça pose un peu problème, c'est ça ou pas? Ok, donc déterminer la vitesse physio du sang. On va suivre la démarche détaillée à la question précédente. Donc type de vaisseau, on a une veine brachiale. Donc le sang il part de la main pour arriver à l'épaule, au tronc. Mouvement de la sonde. Et on la déplace de la main vers l'épaule, donc de distal en proximal. Donc là, c'est le même sens pour le sang et la sonde, donc on est en sens. Angle de la sonde. On est sur une veine et la sonde se déplace de l'extrémité du corps vers le tronc. Elle suit donc le sens du sang. On prend un angle compris entre 0 et 90 degrés. Donc là, on avait 23,5 dans l'énoncé. On prend cet angle-là. Signe du décalage spectral. Avec toutes les données récupérées précédemment, on peut en déduire que le sang s'éloigne des ondes. On aura donc un décalage spectral négatif. Vous voyez, mais même si vous ne comprenez pas ça, vous partez du principe que là on est en sens, et en sens, on met un moins devant le décalage spectral. Voilà, c'est de là que ça vient, Amy, on en a parlé tout à l'heure, c'est de là que ça vient le moins, parce qu'on est en sens. Remarque, comme on est pour le moment dans le cas physiologique, le reste des étapes, il n'est pas encore nécessaire pour savoir si c'est une sténose ou une thrombose. Donc finalement, on applique la formule de Doppler. Ok, là on a le décalage spectral, donc environ égal à moins 2 fois mu0 fois Vg sur V ultrason fois cos θ. Ce qui nous intéresse là, la question c'était déterminer la vitesse du sang. Vitesse du sang c'est Vg, parce que vitesse globule, donc c'est vitesse du sang en fait. On l'isole, et ça nous donne cette expression-là. Maintenant, on a tout. On sait que notre décalage spectral est négatif grâce au sens. V ultrason nous le donne. Mu0, on nous le donne. Et ça, on nous le donne, c'est 23,5. Donc, on applique moins 1395 fois 1750. Et là, on applique. Attention, mu0, on le met en Hertz. Donc là, on avait des mégahertz. Donc, on fait 10 puissance 6 pour méga. Giga, c'est puissance 9. Attention. Et on obtient vitesse globule ou vitesse du sang égale 0,96 mètres par seconde. Est-ce que ça va? Mu 0, c'est pas 1395. Tu veux dire sans le signe moins? Non, dénominateur au lieu du numérateur.
Alors non. Là, ma question, c'est la question qu'on vient de me poser sur le chat, c'est est-ce que mu0 là, c'est 1395? Non. C'est delta V, enfin delta mu, pardon. Ça, c'est le décalage spectral qui est en haut. C'est 1300, moins 1395. En bas, mu0, c'est euh, l'émission de la source. C'est la source. On a dit que. Ouais, la fréquence d'émission de la source, genre de la sonde. Ok, est-ce que ça va? Parce qu'on nous avait dit dans l'énoncé 1,38 MHz, la sonde. Voilà. Alors maintenant, est-ce que tout le monde est OK là? Est-ce que tout le monde a eu le temps de prendre la correction? Perfect. Ok, ben on avance. Donc maintenant, déterminer la vitesse patho du sang au niveau de l'anomalie. Donc, on est toujours dans la même veine, et donc enfin, on ne va pas tout refaire. Vérification variation du décalage spectral. Il va falloir bien prendre en compte que le décalage a augmenté de 521 Hz. Donc, ouais, ça sera plus grave. Astuce. Pour savoir s'il faut ajouter ou soustraire la valeur du décalage physio, quand on nous donne un truc en valeur absolue, il faut faire comme ça. On prend la valeur absolue du décalage spectral, 521, on ajoute ou on soustrait la variation, et on rajoute le signe en fonction du sens du sang. Euh, Oui, c'est ça. Bon, en gros, ouais, c'est ça. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend la valeur absolue du décalage spectral. Donc, 1395. OK. Dans l'énoncé, on nous dit qu'il a augmenté de 521. Très bien. Pour l'instant, on s'en fout, on fait 1395 plus 521, qui va nous donner 1800, 1916, un truc comme ça. Et ensuite, on est dans quel sens? On est dans le sens du sang. Donc, on met un moins. Donc, moins 1916, on va dire. OK? Est-ce que vous avez compris ça? On prend la valeur absolue du décalage, du début, 1300. On augmente de 521 et on met un moins parce qu'on est en sens. La sonde va dans le même sens que la veine. OK. Et ensuite, on remet le moins vu qu'on est en sens. Si on était en anti-sens, on met un plus. Oui, ça on le dit à la fin, je pense. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit. Delta mu pathologique égale delta mu physio plus 521 en valeur absolue. On fait ça, 1916. Ça, c'est du calcul mental. Deux têtes en plus. On applaudit Et- Arthur dans les commentaires. Clap, clap, clap. Et maintenant, on ajoute le signe correspondant au sens de déplacement du sang par rapport à la sonde. On est en sens, on met un moins. Point barre. Ça, vous le notez dans un cadre avant votre exo. On est en sens, c'est important. Voilà, vous le mettez dans un cadre, ça correspond à moins. Et donc là, patho, moins 1916 Hz. Calcul du sang, de la vitesse du sang au niveau de l'anomalie. Et bien maintenant, on utilise la même chose que tout à l'heure, sauf que le décalage spectral, ça sera 1916 Hz. Voilà, vitesse du sang toujours égale à décalage spectral fois V ultrason sur moins 2 fois mu0 fois cos θ. Et là, là c'est le pathologique cette fois. Tout à l'heure on avait le physio, on avait mis 1500 et quelques, et là on met le patho, moins 1916. Toujours même vitesse du son, toujours même fréquence d'émission, et toujours même angle de sonde. Et on trouve vitesse patho du sang égale 1,32 mètres par seconde. Ok, donc là c'est plus élevé. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va pouvoir interpréter grâce à cette vitesse pathologique? Sténose, les autres ils disent quoi? Sténose aussi? Eh ben ouais, parce que tout à l'heure on avait moins d'un mètre, on avait 0,96 je crois.
Donc le décalage spectral, il est augmenté. Et comme on se trouve dans le cas où on se déplace dans le sens du sang, on en déduit que l'écho il sera plus grave. Est-ce que vous avez capté ça dans la zone pathologique? Après, il faut pas augmenter c'est augmenter parce que le chiffre est plus grand, mais le signe est toujours négatif. Oui, oui c'est ça. Et en fait, c'est comme on a une sténose, le sang, il va aller plus loin. Il va aller plus loin que normalement. Il s'éloigne plus vite de la sonde que normalement, vu qu'on est en sens. Donc, l'écho sera plus grave, parce qu'on a vu tout à l'heure que quand on s'éloigne, c'est grave. Quand on s'éloigne pas trop, quand on est plutôt proche, c'est aigu. Ok, on continue. Attention, même si on a une augmentation de la fréquence, le décalage étant négatif, le son sera plus grave. Comme on est dans le cas de valeurs négatives, les rapports sont inversés. Et maintenant, déterminer le rayon patho de la veine brachiale. Déterminer le rayon patho de la veine brachiale. Pour répondre à cette question, on va utiliser l'équation de continuité qui lie la surface d'une section à la vitesse du fluide qui s'écoule dans la section. Ah ben, S1V1, S2V2 qui revient de la séance dernière. On développe, S1 c'est la section d'un tube, d'une veine, donc pi r carré, qui est l'aire d'un cercle, fois V1, etc. On isole le rayon 2 au carré, on met racine carrée de l'autre côté pour isoler le rayon 2, et on trouve, ouais attention, on connaît le diamètre de la veine en millimètres, donc il faut bien penser à prendre le rayon et en mètres, et on trouve ça. Ça arrive que le rayon 2 c'est 0,38 mm. De quoi souffre notre brave Ben? Je sais plus ce qu'on avait dans l'énoncé, mais probablement plus un rayon physio plus grand. Vas-y Maxime. Maxime, comme j'ai vu que tu avais ton micro, si t'es chaud, tu peux le prendre. Vraiment. Tu peux le temps finir. On remet le 5 2 minutes, enfin 10 secondes parce que comme ça. La correction sur Community. Ouais, après, si vraiment vous êtes à la ramasse, les gars, c'est pas très grave. Il y a le live ce soir. Bon, c'est bon. Allez, go. Donc, de quoi il souffre notre brave Ben? Donc là, on peut le dire grâce à plusieurs choses. Déjà, on a vu que l'écho, on a vu que le sang va plus vite. Donc là, déjà, on pourrait dire direct sténose ou thrombose. Mais on a aussi vu que le diamètre est plus petit que physiologiquement. Donc là, ce sera une sténose et une thrombose, c'est sûr. Voilà. Et maintenant, je vais vous laisser avec Gwendoline à l'impédance. Bisous. Bonjour à tous, on passe à l'impédance. Donc, on va déjà définir ce que c'est une impédance. L'impédance d'un milieu caractérise la résistance du milieu au passage d'une onde donnée. Pour un milieu sans aucun mécanisme de dissipation d'énergie, c'est une grandeur réelle notée Z. Et ça, c'est la formule du coup pour calculer l'impédance. C'est ρ fois C. C, c'est la célérité du milieu. Ah bah, c'est écrit. Avec ρ, la masse volumique du milieu exprimée comme d'habitude en kg par mètre moins 3. Et c'est la vitesse du coup de l'onde dans le milieu, ou célérité, qui est en mètres par seconde moins 1. Bon, ça va jusque là. Ensuite, s'il y a un changement de milieu, pour une onde donnée dans un changement de milieu, on a une modification de la vitesse, une modification de la longueur d'onde et donc de la périodicité spatiale. En revanche, votre fréquence elle va rester inchangée, donc votre périodicité temporelle sera toujours la même. Vous allez avoir des super démonstrations, ne vous inquiétez pas surtout. Monsieur Duroux fait ça très bien. Un changement de milieu correspond à une perturbation de la propagation. C'est-à-dire que votre propagation, elle se fait d'une certaine manière, et en changeant de milieu, du coup, il va y avoir cette modification pour la vitesse et la longueur d'onde, et donc ça va faire bouger tout ça. Donc, pour un rayon incident noté A, que l'on voit ici, se déplaçant dans le milieu 1, qui a une impédance Z1, on va obtenir deux rayons quand il va se sortir au deuxième milieu. Un rayon qui sera réfléchi, qui sera noté R,
qui sera toujours dans le milieu 1, et un rayon transmis noté T se déplaçant dans le milieu 2 avec une impédance de Z2. Et après, si ça peut vous aider, ça vous allez le voir aussi en démonstration, si les milieux ils ont des impédances qui sont proches de base, il y aura une onde transmise plus importante. Si les milieux ils sont vraiment très différents, il y aura plus une onde réfléchie. Ça, vous allez le voir, et c'est pour ça, par exemple, que quand on fait des échographies, on va mettre le gel qui fait froid au bide, là, pour justement, parce que le gel, ça va permettre d'avoir des impédances plus proches entre la peau et la sonde, et donc de mieux transmettre l'onde pour qu'il y ait un minimum de pertes dès le début. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met du gel. C'est une histoire d'impédance et que ce soit assez proche, pour mieux que ça se transmette. Et après, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que quand on a l'autre onde initiale, quand après elle est séparée en deux rayons, les deux impédances ensuite, elles seront égales à l'impédance initiale. Disons que ça c'est 100, enfin ça c'est 1, bah ça si c'est 0,3, bah ça sera 0,7. Ah, intensité, pardon. Autant pour moi. Ça c'est I, c'est des intensités. Donc, si vous avez une intensité de... ça, c'est 100%. Si ça, c'est 0,3%, on réfléchit. Là, vous aurez 0,7% de transmis. 70%, quoi. Donc, voilà. C'est ce qui est important de comprendre. Est-ce que ça va jusqu'à là? Normalement... Oui? Ok, parfait. On a une modification de l'intensité de ces rayons que l'on peut exprimer ainsi. Ça, c'est les deux formules. Ça, c'est pour les ondes réfléchies, du coup. Et ça, c'est pour transmis. Il y a des formules à apprendre. Je sais pas si tu as une technique particulière pour les retenir. Moi, je me disais juste que ça, c'est réfléchi. Réfléchi, je me disais, bah, s'il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est que c'est à peu près pareil. Et du coup, il n'y a que le moins qui change, alors que là, il y avait un 4 qui apparaissait d'un peu nulle part. Enfin, après, nulle part. Vous allez avoir des démonstrations dans le cours, mais voilà. Donc, quand c'est réfléchi sur initial, ça sera Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2 le tout carré. Et quand ça sera le transmis, IT sur IA, ça sera 4 fois Z1 fois Z2 sur Z1 plus Z2 au carré. Sachant que le Z1 plus Z2 au carré, il y est toujours, c'est juste ce qui est au-dessus qui va changer. Et du coup, la bonne technique, c'est puisque vous avez cette petite règle-là, vous embêtez pas, vous retenez une des deux formules et vous faites toujours avec une, et puis voilà. Mais bon, après, faut que ça marche. Attention, quand les impédances des deux milieux sont très différentes, voilà, les rayons réfléchis ont une grande intensité, c'est ce que j'ai dit au début. Si c'est très différent, il y aura plus de réfléchis, alors que quand c'est très proche, il y aura plus de transmis. Et du coup, là, c'est à vous de faire. D'accord, donc c'est à nous de faire ensemble, finalement, apparemment. Donc, on va compléter le tableau suivant. Donc, pour la première ligne, on se rappelle que les impédances, c'est Z est égal ρ fois C. Donc pour le premier milieu, c'était un ρ de 720, et on fois C, la célérité, de 210. Et on trouvait Z égale 151 200 unités internationales. Ensuite, pour la deuxième ligne de notre tableau, on avait Pardon. On avait 0,5 kg par décimètre cube. Là, il fallait le passer du coup en kg par mètre moins 3, l'unité normale du ρ. On fait la conversion qui va bien, et on trouvait du coup un ρ de 500 kg par mètre cube. Ensuite, on avait aussi des kilomètres secondes qu'il fallait passer en mètres secondes. Donc voilà, on décale juste la virgule de 3 et on trouvait 695 mètres par seconde moins 1. Du coup, le Z, c'est 500 fois 695. Vous pouvez fermer les portes? Pardon. Et ça fait 347 500 unités internationales.
Ça va pour l'instant? Bon, je pense. Ok, parfait. Ensuite, pour la troisième ligne de votre tableau. Là, pareil, c'est toujours pas en unité internationale votre euro, du coup vous allez le passer. Là, on avait des grammes par centimètre cube. On va les passer en kilogrammes par mètre cube. Les grammes, du coup, pour passer de grammes en kilogrammes, on fait 10-3. Pour passer de centimètre cube à mètre cube, on fait 10-6. On simplifie, on fait moins 3. Le moins 6, si on passe au-dessus, ça fait plus 3. Du coup, ça fera 1,2 10 puissance 3. Et ça fera donc 1200 kg par mètre cube. Là, on cherchait notre célérité. Du coup, on fait Z sur ρ, enfin divisé par ρ, puisqu'on a juste à passer de l'autre côté pour avoir la bonne formule. On fait 598. Ils se moquent de moi à côté parce que je sais pas lire les nombres. Ils sont méchants. 598 365 divisé par 1200. Merci Tom. Et ça fait 499 mètres par seconde moins 1. Je suis vraiment désolée, je sais pas lire les nombres. C'est ça, c'était mon exo, il y avait plein de chiffres. Vraiment. Ensuite, la quatrième ligne. Du coup, on fait 1950 divisé par 3,6 pour passer le tout en mètres par seconde moins 1. Ça faisait 542 mètres par seconde moins 1. Ensuite, ρ, pour le trouver, on fait Z divisé par C. Pareil, dans notre formule, on passe le C en dessous du Z et on trouve la formule avec le ρ, quoi. On fait 409 344 divisé par 542 et on trouve 755 kg par mètre cube pour le ρ. Là, surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est toujours les unités pour être bien homogène. C'est toujours le même problème. Les unités, il faut toujours faire gaffe parce qu'il peut toujours y avoir des petits pièges. Et voilà, c'est vraiment important de savoir bien convertir tout ça. Voilà, et là vous avez 5 minutes pour faire cette partie de l'exercice.
Bon, est-ce que vous avez fini? On peut y aller? Non, on considère généralement qu'il n'y a pas d'écho sur la peau. T'inquiète. Pas de rien. Bon, de toute façon, désolée, hein, mais si on veut avoir le temps de finir, va falloir y aller. Donc, c'est parti pour la correction. Donc, lors d'un examen échographique du foie avec application d'un gel de contact, donc on rappelle le gel de contact, c'est pour qu'il y ait une meilleure transmission hein, entre les milieux, vous percevez 4 échos. Chut, là-bas. Merde, tu sens pas la vie. Vous savez qu'en temps normal, les ondes traversent successivement la peau, la graisse, le foie. Les 4 échos perçus sont les suivants. T1, 2, bref, vous voyez les chiffres quoi. Attention, c'est tactile. Oh. Vous possédez un tableau résumant les caractéristiques des différents tissus qui traversent les ondes, mais il manque certaines données. Dans les données, on a l'épaisseur de la graisse, 1,2 mm, et l'impédance du foie, 2 245 000 unités internationales. Donc là, voilà le tableau. Comme d'habitude, on fait toujours ça fois ça pour trouver ceci. Je ne vais pas vous redire tous les nombres parce que c'est pas possible. Et sinon, après, quand vous devez trouver ceci, vous faites ça divisé par ça et vous trouvez ceci. Même principe, ça divisé par ça et vous trouvez ça, ça fois ça et vous trouvez ça. Je vous laisse quelques instants pour noter. Vous me dites quand c'est bon et que vous avez fini. Pour trouver un 539, il fallait faire 425 810 divisé par 790. En fait, il fallait juste diviser pour trouver ça. C'est pareil, en fait, il fallait isoler votre célérité, donc pour ça, il faut passer le rho de l'autre côté, en fait. Voilà. Ah, vous aviez pas l'impédance? Ah ouais. Aussi, d'accord. C'était pas dans le premier tableau? Attends. Regarde par rapport au premier tableau. On regarde et tu me On regarde. Eh bien, désolé, en effet, c'était une coquille et on aurait dû vous donner l'impédance. Alors, voilà, excusez-nous. Pour la suite, 1. Quelle modification implique un changement de milieu pour une onde donnée? Comment traduire la présence des 4 échos?
Lorsqu'une onde change de milieu, elle subit un changement de vitesse et un changement de longueur d'onde. C'est ce qu'on avait vu au début. Or, attention, seule la fréquence reste identique, car on avait vu que tout ce qui était temporel, ça restait pareil, c'était juste tout ce qui était spatial qui changeait et la vitesse aussi. Et ce, peu importe le milieu traversé. Les 4 échos traduisent la présence d'un nodule ou d'une masse dans le foie. En effet, s'il n'y avait rien pour gêner la progression des ondes, on aurait seulement 3 échos selon ce schéma, là, celui à gauche, avec T1 entre la face postérieure de la peau, T2 la face antérieure de la peau et la face postérieure de la graisse, et T3 la face antérieure de la peau et la face postérieure du foie. Or là, avec le nodule, on va avoir d'autres qui vont apparaître avec la face intérieure du nodule et la face postérieure du nodule. Donc, le quatrième écho. 1. Calculer l'épaisseur de la masse située dans le foie. Grâce au schéma précédent, on peut voir que la masse, aussi appelée nodule, se situe entre T3 et T4, ici. Là, vous voyez bien que c'est entre ici et là, donc c'est bien entre T3 et T4. On a 2D est égal C fois T. Il faut faire attention, il faudra toujours prendre 2D parce qu'on n'oublie pas que c'est des allers-retours, donc les distances, c'est toujours 2D. Avec D qui correspond à l'épaisseur E, donc on peut utiliser la différence de temps pour trouver l'épaisseur de la masse. Donc là, on nous dit qu'en fait, notre D, ça sera le E, l'épaisseur du nodule. On fait passer le 2 de l'autre côté, et on fait C fois T notre temps, on a vu que c'était T4 moins T3, divisé par 2. On fait notre application numérique. Là, on n'oublie pas qu'on avait des micromètres, donc il faut les placer en mètres, donc on fait 10-6. Et on trouvait E est égal 3,315 10-3 mètres ou 3,315 mm. Ensuite, il fallait compléter les données manquantes dans le tableau. Et puis voilà le tableau qu'on a déjà vu. 1. Calculer les coefficients de transmission et de réflexion pour graisse et graisse-foie. Donc, coefficient de transmission. Donc, on a vu que pour la transmission, c'est 4 fois Z1 fois Z2 divisé par Z1 plus Z2 au carré. Donc, pour les transmissions de peau-graisse, on fait alpha transmission peau-graisse avec le Z de la peau et le Z de la graisse. On fait 4 fois 2 592 800 fois 425 810 divisé par, vous savez lire, au carré est égal, du coup, la transmission c'était 0,48 pour la transmission entre la peau et la graisse. Donc, ensuite, on faisait le coefficient de transmission entre la graisse et le foie. Le schéma des échos. Ah, le schéma des échos? Attendez. Celui-là? Donc voilà, c'est le fameux schéma des échos avec T1 avec la face postérieure de la graisse, T1 la face postérieure de la peau, T2 face postérieure de la graisse, T3 face antérieure du nodule et T4 face postérieure du nodule. C'est bon, Amy? Oh, merci, merci, Zénab. Ah non, mais c'est pas possible. En fait, c'est pas que tu prends tout le temps la face postérieure, c'est que ton écho, déjà, il n'y en a pas à la face antérieure de la peau parce que ta sonde, elle est collée avec le gel, donc ça traverse direct la première face, donc il n'y a pas d'écho. Quasiment pas. Donc ton premier écho sera forcément la face postérieure de la peau. Ensuite, ça traverse la face postérieure de la peau. Le seul endroit où ça peut aller, c'est la face postérieure de la graisse. Ça traverse la face postérieure de la graisse. Le seul endroit où ça peut aller, c'est face antérieure du nodule. Et ce qui est transmis en tout cas. Donc oui, tes échos seront tout le temps. C'est quoi du coup la question 2?
Question 2. Ah oui, il y a 2, 1. Et bien, la question 2, ça doit être celle-là. S'il y a 2, 1, ça doit être calculer les coefficients de transmission. Donc là, celui-là, on l'avait vu, c'était 0,48. Ensuite, coefficient transmission graisse-foie. Donc là, c'est le même principe, sauf qu'on va prendre les Z aussi de la graisse et du foie, avec ceci. Et on trouvait donc un coefficient de transmission de 0,54. Ensuite, on se rappelle que l'intensité initiale est égale à l'intensité des réfléchis plus l'intensité des transmis. Là, c'est écrit Z, mais c'est transmis. Hein. Voilà, c'est IT plutôt. D'où le coefficient de transmission des réfléchis, c'est 1 moins le coefficient de transmission des transmis. Donc, on sait que les réfléchis, voilà, c'était 1 moins T progresse pour le premier. Donc, c'est 1 moins 0,48, on trouvait 0,52. Et ensuite, pour celui graisse fois de réfléchi, on avait ici 0,54. Donc on fait 1 moins 0,54 et on trouvait 0,46. Est-ce que c'est bien compris cette histoire que en fait on peut juste faire 1 moins les transmis ou 1 moins les réfléchis pour trouver transmis ou réfléchi? Je peux mettre à la table. C'est pour ça que vous n'avez qu'une formule à apprendre. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que hier sur, généralement, on essaye de retenir qu'une formule. Après, si vous voulez retenir les deux, allez-y. Hein. Mais voilà. Voilà. Conseil, retenez seulement une des deux formules. Il suffit toujours que de l'une pour calculer l'autre, de toute manière. Et ensuite, voilà, vous avez le dernier exercice et vous avez 8 minutes pour le faire.
Je réactive du coup. Est-ce que vous voulez qu'on corrige les loulous ou vous voulez encore un petit peu plus de temps? Oui, c'est mieux. C'est mieux qu'on corrige ou c'est mieux qu'il y ait plus de temps? J'avoue. Oui, corrigé. Oui, corriger. Bon, chauffez-vous là. Est-ce qu'il y en a un qui veut essayer de le faire? Vraiment. Avec le micro, ça engage à rien, on s'en fiche, genre vraiment. Nope. Ah d'accord, carrément refus. Oui, bah, je veux bien un non, quand même pas de 15 ans, c'est vrai. ça, c'est sûr. C'est bien dit ça. Et vous savez que si vous vous trompez, les gars, on s'en fiche complètement. Genre vraiment, c'est fait pour ça. Une erreur, Le nombre de fois où on s'est trompé, je peux vous le dire. Ah oui, vraiment. Et quand si vous vous trompez, vous allez vous en rappeler. Ouais. C'est comme ça que ça Non marche. plus, bon, tant pis. Bon, Comme vous voulez. pas grave. Alors, donc là, vous aviez tout plein de petites données. Ah bah c'était à moi que d'ailleurs Mathéo s'est adressé aux urgences, très bien. Donc vous avez un angle avec la peau qui est de 42 degrés. Et on est dans le cas de la veine fémorale gauche. Donc pour rappel, le sens de circulation pour la veine fémorale, donc les veines veulent retourner vers le cœur, donc vu que c'est la veine fémorale, elle va donc du genou jusqu'à la cuisse, jusqu'au bassin. Et là, on déplace la sonde du genou vers le bassin, donc est-ce qu'on est en sens ou est-ce qu'on est en antisens? On est en sens, du coup, le décalage spectral, il sera négatif. Et donc on prend l'angle de 42 degrés. La sonde utilisée va émettre donc 3,6 MHz. La vitesse est de 1500 mètres par seconde. Et le sang se déplace à une vitesse de 0,22 mètres par seconde. Et donc on nous donne le décalage spectral en valeur absolue de 380 Hz. Du coup, est-ce que le décalage spectral, il va être négatif ou positif? Négatif parce que c'est en sens, c'est ça. Donc maintenant, donc faut déterminer le décalage spectral. Donc le delta mu, donc le décalage spectral au niveau de la zone physiologique. On va utiliser cette équation-là, donc le moins 2 mu fois V du sang sur V de l'ultrason fois le cosinus de θ. On va garder le signe négatif puisqu'on est en sens, et on obtient à peu près un décalage spectral pathologique de moins 784,76 Hz. Donc, je rappelle, le décalage spectral est on déplace la sonde en sens, le décalage spectral est négatif, sinon il est positif, si c'est en antisens. Maintenant, déterminer au point pathologique la vitesse du sang dans la veine fémorale. Est-ce que la pression est augmentée ou diminuée? Donc là, on va repartir de l'équation que je vous ai donnée tout à l'heure et on va isoler VG. Donc on isole de cette façon. Et donc par application numérique, en faisant bien attention à prendre les mégahertz en hertz, d'où le facteur 10 puissance 6, et on obtient une vitesse du sang de 0,1 mètre par seconde. Sachant que la vitesse au point physiologique était de 0,22 mètres par seconde, est-ce que c'est un anévrisme ou une sténose? C'est un anévrisme parce que du coup, la vitesse a diminué et du coup, la pression, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue? Vu que la vitesse, elle, diminue. La pression, elle augmente. C'est le fameux SVP que vous connaissez bien. Donc on se déplace de distal en proximal, donc en sens. On a une valeur négative, oui, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le décalage spectral pathologique est de moins 380. Et donc d'après l'effet Venturi, si la vitesse diminue, la pression augmente. Et l'inverse, donc si la vitesse augmente, la pression diminue. Donc là, la pression augmente. Quelle est la pathologie vasculaire dont souffre Mathéo? Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. La vitesse a diminué, donc la pression a augmenté. Puisque la pression augmente, la surface augmente. Donc on est dans le cas d'un anévrisme, ce qui explique donc les douleurs au niveau de la veine fémorale gauche. Ensuite, la partie 2. Donc, maintenant vous aviez la deuxième partie. Donc, est-ce que là, dans cette partie-là, pardon, on est en sens ou en antisens? Ah bah c'est clairement écrit, j'ai même pas vu. Donc là, on est en antisens, vous avez raison.
Et donc, puisqu'on se déplace de caudal en cranial, c'est en antisens, donc le décalage spectral est positif. On veut déterminer maintenant le décalage spectral au niveau de la portion physiologique. On repart encore une fois de cette formule que vous allez retenir au fur et à mesure, et on obtient. Donc là, ce qui a été fait, puisqu'on est dans le cas d'un antisens, il a été pris l'angle en fait complémentaire au 32. En fait, soit vous faites ça, vous prenez donc l'angle opposé, ou alors vous gardez l'angle qu'on vous donne dans l'énoncé, soit 32 degrés, et vous rajoutez un plus. Moi, je faisais plutôt ça, je gardais le bon angle, et je mettais un plus. Parce que si vous faites le cosinus de 180 moins 32, ça revient en fait à ça, à moins cos de 32, c'est une propriété trigonométrique, et du coup, moins et moins, ça fait plus. Donc, c'est un peu plus simple de faire cos de 32 et d'enlever le moins qu'il y a au début de l'équation. Est-ce que c'est bon ce que je viens de vous dire? Ou est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit schéma pour l'explication du 180 moins 32? Non, c'est bon, non, c'est bon. Pas de schéma? Vous ratez quelque chose. Oui, c'est un bon truc à savoir. Donc pas de schéma, très bien. Donc vous obtenez un delta mu de 724 Hz. Donc c'est bien positif. Et vu qu'on est en antisens, c'est totalement cohérent. On est en antisens, le décalage est positif, c'est cohérent. Maintenant, on veut calculer la vitesse du sang au niveau de la portion pathologique de la veine jugulaire d'Arthur. Donc, on doit calculer le décalage spectral au niveau de la zone pathologique. Et on a donc calculé celui dans la zone physiologique, et on nous dit dans l'énoncé qu'on a une augmentation de 90 Hz du décalage spectral. Donc on fait tout simplement plus 90, on obtient le delta mu pathologique de 814 Hz. Ensuite, on implante ce delta mu pathologique dans cette équation-là, en isolant la vitesse du globule rouge. Oui, voilà. Et donc ça nous donne la vitesse pathologique qui est d'à peu près 0,22 mètres par seconde. Donc encore une fois, ici, on a gardé le moins, mais du coup on a pris 180 moins 32 en termes d'angle. Si on avait pris 32, il faut bien penser à enlever le moins. De quelle anomalie vasculaire souffre Tutur et justifiée? À vous, qu'est-ce que c'est l'anomalie? Qu'est-ce que j'ai, les gars? Qu'est-ce qu'il a, Arthur? Parce que là, il s'inquiète énormément, le pauvre. Médecin dentaire, pharma, kiné, ergo, sage-femme, dites-moi ce que j'ai. Une sténose légère, oui, c'est une petite sténose, vu qu'il y a une petite augmentation de vitesse, donc la pression et la surface, elles, vont diminuer, c'est une sténose. On peut aussi appeler ça une thrombose de la veine jugulaire interne droite, le pauvre. Alors voilà, donc là on a déjà fini. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, bah, je vous réquisitionne pas. Ah oui, concernant cette histoire de la célérité dans la graisse avec le tableau, si vous voulez, en fait, on a oublié cette diapo dans le diapo. Est-ce que vous voulez que je vous l'explique? Oui, vous voulez? Allez. Ok, et il faudra leur préciser ça aussi. Oui, je leur dirai après. Alors, tac, 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 tac. On va remonter, c'est un petit peu loin. Vraiment plus loin. Oula, 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 oula. Alors, voilà. D'où Jésus. Oui, voilà, parce qu'il y avait 2 fois le même tableau. Alors, en fait, on ne vous donnait pas la célérité, mais en fait, vous pouviez la calculer avec ce schéma-là. En fait, on a vu ici qu'il y a un T3 et un T2, non, un T2 et un T1, pardon. Et si on fait T1, T2 moins T1, pardon, ça nous donne le temps que l'onde fait pour faire l'aller-retour dans la masse graisseuse. Donc ça, on a T2 moins T1. OK? Et ensuite, on va faire la même chose que ça, en fait. C'est le même principe. On fait E qui est égal à C,
Donc ça, ce sera le C de la célérité dans la graisse. Ça, c'est ce qu'on va chercher, qu'on multiplie par T2 moins T1 et qu'on divise par 2. Encore une fois, c'est le cas d'un aller-retour. Et l'épaisseur, on nous l'a donné dans l'énoncé. Donc en fait, ce qu'il fallait faire, c'était isoler la célérité. Donc en fait, ça aurait donné que la célérité, c'est égal à 2 fois l'épaisseur qu'on divise par T2 moins T1. Et donc en faisant ça, ça nous donnait. Donc je vais juste vous dire le. C'est pas écrit, je suis désolé. Essayez de l'écrire en même temps que je parle. Ça nous donnait que C, c'était égal à 2 fois 1,2 fois 10 moins 3 mètres. Donc on homogénéise bien. Et on divise ensuite par T2 moins T1. T2, ça valait 7,1 microsecondes, donc 7,1 fois 10 moins 6, auquel on va soustraire 2,65 fois 10 moins 6 secondes. Et ça nous donne une épaisseur de... non, ça nous donne une célérité, pardon, de 539 mètres par seconde. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous, ça? Ou est-ce que vous voulez que je répète? Oui, oui, on va le rajouter sur le poly, hein, vous inquiétez pas. C'est peut-être d'ailleurs écrit dans la correction du poly, mais ça a dû, une diapo a dû sauter en fait. C'est pour ça. Du coup, c'est bon pour vous? On va couper pour le live. Juste un truc à rajouter. Je vais sur la dernière diapo oui, la dernière diapo du diapo en fait. Voilà, ici on vous dit, il y a eu une partie d'optique qu'on n'a pas pu faire vu qu'on n'a que 4 séances pour la PR. Et en fait, il y a 5 chapitres en biophy au deuxième semestre. Et du coup, il y a une partie sur l'optique qui est sur Community. Alors vraiment, allez-y. Jetez-y un coup d'œil ce week-end quand vous pouvez. Ou même au cours du semestre si vous voulez vous y pencher. Ça vous aidera peut-être à comprendre, vu que c'est expliqué de manière un peu plus, entre guillemets, simple. On ne fait pas les démonstrations. On essaye d'aller à l'essentiel. Donc si ça peut vous aider, c'est le principal. Donc ça, on ne le fera pas. On le traitera pas, mais ce sera très bien expliqué dans le poly et ce sera sur Community. Voilà. Et l'optique, elle sera déposée soit ce soir, soit demain ou dans le week-end. On ne Voilà. sait pas encore, mais elle sera bientôt déposée dans Normalement, Wikipédia. vous l'aurez pour ce week-end. Bah voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.